On est ravis d'accueillir Maud Hetzel, qui est docteur en sociologie, puis qui a fait une thèse vraiment intéressante sur l'entrepreneuriat écologique, avec une perspective que je qualifierais de critique. Voilà, donc Maud, merci beaucoup d'être parmi nous. Ça nous fait bien plaisir. Je pense que la présentation est très liée à un papier qu'on avait mis en lien dans l'invitation, hein, qui est paru récemment dans Archives des sciences sociales. Tu nous diras. Voilà, je te laisse la parole, Maud. Oui, merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Donc, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est des résultats qui sont issus de ma thèse et qui, en effet, reprennent des articles qui ont déjà été publiés. J'ai essayé de mélanger un peu deux articles que j'ai publiés pour vous donner un peu un panorama large de mon travail. Ce que j'ai prévu, du coup, est peut-être un peu long. Je vais essayer de synthétiser, mais surtout, n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure. Je vois pas forcément le chat, mais si vous avez des questions, soit de compréhension, soit des remarques, enfin, ça peut aussi prendre la forme plus d'une discussion pour que ce soit plus fluide. Donc, je voulais d'abord vous présenter un peu mon objet, enfin, l'objet sur lequel j'ai travaillé. Euh, Avant de vous annoncer mes résultats, donc comme a dit Olivier, moi j'ai fait une thèse sur l'entrepreneuriat écologique, mais dans l'entrepreneuriat écologique dans un secteur bien particulier, qui est celui du compostage des déchets alimentaires. Ce qui m'a intéressé, enfin, ce pourquoi j'ai voulu travailler sur l'entrepreneuriat écologique en général d'abord, c'est qu'il me semblait que dans un contexte de crise écologique majeure, le champ économique suscite un enthousiasme assez marqué de la part tant des pouvoirs publics que du champ scientifique. Euh, L'idée, c'est que l'émergence d'initiatives privées qui visent à répondre aux problèmes écologiques rencontrent de nombreux soutiens qui vont d'un encouragement réglementaire à des soutiens financiers, tant publics que privés, ou à des soutiens par des institutions comme des incubateurs, puisqu'on a maintenant des incubateurs dédiés aux questions d'entrepreneuriat écologique et social. En gros, si on en croit tous les acteurs qui sont investis dans ce champ, le champ économique, dès lors qu'il prend en charge certaines causes écologiques et sociales, ce serait un lieu légitime, voire incontournable de l'action contre, enfin, de la lutte contre la crise environnementale. Quant aux sciences sociales, elles ont un positionnement plus critique par rapport à cette émergence. Il y a certains travaux, notamment assez théoriques et normatifs, qui défendent l'idée que écologiser le travail, verdir le travail, ça pourrait permettre un nouvel ordre productif et ce serait une formidable opportunité de renouer avec le plein emploi, mais aussi de désintensifier le travail, donc de transformer le travail. Plus spécifiquement, l'entrepreneuriat écologique dans le secteur du compostage des déchets, et alors il incarne bien ses espoirs et ses promesses, mais il a des promesses qui lui sont spécifiques. Euh, les promesses en matière de compostage des déchets, c'est d'abord une promesse écologique. L'idée, c'est de sauver les déchets de l'incinération, puisque en France, alors je ne connais pas très bien le cas canadien, ce serait intéressant de comparer, mais en tout cas en France, le compostage est encore assez peu développé et la majeure partie des déchets organiques sont encore stockés et incinérés. En France, c'est environ 30 millions de tonnes de déchets alimentaires qui sont stockés ou incinérés tous les ans. L'entrepreneuriat écologique dans le secteur déchets, il incarne aussi des promesses économiques parce qu'il y a 30 millions de tonnes de déchets à composter. Il y a l'idée que ce serait un marché en plein déploiement avec de formidables opportunités économiques. En bref, tout un marché à défricher. Et enfin, le compostage des déchets, il incarne une promesse sociale, puisque par opposition à la figure de l'éboueur, qui serait le sale boulot par excellence, verdir la gestion des déchets, ce serait une occasion de revaloriser des emplois subalternes associés à la soudure et à la pénibilité. Moi, mon travail, il consiste à porter un regard, enfin, comme l'a dit Olivier, plutôt critique sur toutes ces promesses, notamment en confrontant tous ces discours aux pratiques. Il me semble que déjà, si on regarde les résultats un peu classiques des travaux en sciences sociales, toutes ces promesses, elles interrogent, puisque enfin, si on s'appuie sur les travaux en sociologie, la capacité du champ économique à être un lieu de lutte contre le changement climatique est loin de constituer une évidence. Les travaux en sciences sociales ont plutôt mis en lumière à quel point le champ économique est un espace de reproduction de l'ordre social. Euh,
puisque la poursuite des intérêts économiques qui sont propres aux argents du champ économique, c'est la définition du champ économique que l'on donne Bourdieu, elle se fait généralement aux dépens à la fois de l'environnement naturel, mais aussi des travailleurs et des travailleuses, comme le montrent par exemple les travaux en justice environnementale ou alors en histoire environnementale, si on veut remonter un peu plus loin dans le temps. Donc la première question que pose mon travail, c'est pourquoi lutter contre les dégâts écologiques et sociaux produits par le système capitaliste via le marché, via la création d'entreprises. Et du coup, qu'est-ce qui se passe quand on lutte contre les dégâts écologiques par ce biais? Mais ça pose un ensemble de sous-questions parce qu'en fait, toutes ces promesses de l'entrepreneuriat écologique que je viens de vous présenter, elles entrent vite en contradiction les unes avec les autres. En effet, plus qu'une rencontre heureuse entre promesses écologiques et promesses économiques, je me suis demandé si travailler quotidiennement dans l'écologie, ça ne consiste pas tous les jours à arbitrer entre produire mieux, produire plus écologiquement, et produire plus, faire croître l'entreprise. Je me suis aussi demandé, par exemple, lorsque ces arbitrages entre produire mieux et produire plus sont arbitrés avant tout par les dirigeants des entreprises et qu'ils se font en faveur des enjeux économiques, est-ce que ça ne crée pas avec des conflits avec des salariés qui, eux, s'investissent avant tout au nom des objectifs écologiques? Et enfin, est-ce qu'avoir recours aux modes de production les moins polluants possibles conduit nécessairement à offrir des emplois de qualité? En gros, est-ce que euh, verdir la production, c'est nécessairement offrir des emplois d'une meilleure qualité sociale? Donc, le but de mon travail scientifique, c'était de déplacer le regard vers des conditions normatives ou théoriques sur ce que le travail écologique pourrait être ou devrait être dans le futur, vers une analyse de ce que concrètement travailler dans l'écologie veut dire dans des entreprises écologiques. Et il me semblait que c'était d'autant plus intéressant que ça venait combler un angle mort dans la littérature sur les inégalités écologiques qui s'intéresse surtout en fait à comment ces inégalités écologiques se jouent dans la sphère domestique à travers les styles de vie et qu'en fait elle s'intéresse peu à comment le monde du travail façonne aussi le rapport à l'écologie et les inégalités écologiques. Euh, voilà, donc j'ai mené une enquête qui a plusieurs spécificités. La première spécificité de mon enquête, c'est qu'elle est comparative. J'ai travaillé sur deux réseaux d'entreprises de compostage que j'appelle Magie Compost et Vélo Compost. C'est pas leur vrai nom, mais en gros, Magie Compost, c'est une entreprise qui est un peu un des leaders du compostage, qui est implantée en Île-de-France et qui n'a cessé de se développer tout au long de mon enquête. Donc là, je vous ai mis un tableau avec le nombre de salariés en 2020 qui était de 19, mais si je mets à ces chiffres à jour aujourd'hui, on est à plus d'une centaine de salariés. C'est un peu le problème de l'entrepreneuriat, on ne sait jamais où s'arrêter. Euh, c'est donc voilà, une entreprise qui collecte en camion, qui a un statut d'entreprise privée, qui a fait plusieurs levées de fonds de 2 millions d'euros, puis de 10 millions d'euros. Bon, en gros, c'est le leader du secteur, tant du point de vue de ses capacités techniques qu'économiques. Mais j'ai aussi travaillé sur une autre entreprise que j'appelle Vélo Compost et qui se caractérise par le fait de collecter à vélo sous un statut associatif puis coopératif et qui bah, enfin, aux antipodes de l'autre réseau que j'ai étudié, en fait, a fait faillite au cours de mon enquête. Donc, j'ai travaillé sur deux réseaux qui ont des trajectoires très contrastées, et c'était l'intérêt de mon enquête de travailler sur des réalités hétérogènes, mais qui sont aussi en concurrence. C'est des réseaux qui se connaissent, qui interagissent, puisque quand Vélo Compost a fait faillite, l'entreprise a été rachetée par Magie Compost et intégrée à l'intérieur. J'ai fait du coup une enquête par observation d'abord dans ces deux réseaux où j'ai participé au travail de collecte des déchets, au travail commercial, administratif, puis par entretien. J'y reviendrai sur avec qui j'ai fait des entretiens. Et donc, c'est une analyse que j'ai faite sur le temps long puisque j'ai commencé mon enquête en 2019, je l'ai terminée en 2022. Et là, avec la fin de ma thèse, j'ai restitué les résultats de mon travail, ce qui m'a permis un peu des retours sur le terrain et donc de continuer à suivre ces entreprises qui se transforment assez rapidement. Euh, c'est aussi une enquête où j'ai navigué non seulement entre deux entreprises, mais à l'intérieur des entreprises, puisqu'il me tenait à cœur de
de travailler tant sur les créateurs et les créatrices d'entreprises que sur les salariés, qui sont souvent moins étudiés dans la sociologie de l'entrepreneuriat, puisqu'on s'intéresse avant tout voilà, aux créateurs, et puis parce que des fois, il n'y a tout simplement pas de salariés. Donc, en gros, mon enquête, elle peut être divisée en 3 tiers, on va dire, puisque j'ai fait une vingtaine d'entretiens avec des dirigeants d'entreprise, une vingtaine avec des cadres aux fonctions administratives, commerciales et techniques, et une vingtaine avec des opérateurs de collecte et de traitement, qui sont donc les personnes qui s'occupent de toutes les fonctions opérationnelles liées à la collecte des déchets. Euh, donc voilà, ce que je voulais vous présenter aujourd'hui, le plan est pas à jour, donc je vais passer direct, je vais à la slide suivante, mais elle va être présentée en 2 temps. Donc, comme ma communication s'intitulait hiérarchie économique et professionnelle, j'ai fait une première partie sur les hiérarchies économiques, donc plutôt la concurrence entre les deux entreprises, et une deuxième partie sur les hiérarchies professionnelles, donc les inégalités professionnelles à l'intérieur des entreprises. Et pour moi, le fil directeur à l'intérieur de tout ça, c'est de montrer que, alors que l'entrepreneuriat écologique est investi de nombreuses promesses, euh, en fait, le champ des possibles, à la fois en matière d'action écologique, mais aussi de conditions salariales et professionnelles, se restreint progressivement avec une polarisation entre un peu des grands gagnants de cet entrepreneuriat écologique, tant au niveau du marché qu'au niveau des entreprises, et des grands perdants, euh, là aussi au niveau du marché comme des entreprises. Donc, j'ai d'abord travaillé sur le marché qui, euh, qui émerge, comme je vous l'ai dit, à partir du cas des 2 entreprises sur lesquelles j'ai travaillé. Euh, donc, j'ai étudié comment elles sont développées et l'idée, c'était de rendre compte donc, de ces trajectoires différenciées et essayer d'expliquer sociologiquement comment l'une devient un leader et comment l'autre fait faillite. Mais pour cela, j'essaie de décrire plus généralement le contexte économique dans lequel évoluent ces 2 réseaux d'entreprises avant de rendre compte des raisons de succès et d'échec de chacun des 2 réseaux. Il faut d'abord comprendre que moi, quand j'ai commencé mon enquête, dans le milieu du compostage, comme je vous l'ai dit un peu au début, le compostage était présenté comme voilà, un peu un secteur économique plein d'opportunités parce que enfin, alors, au nom de plusieurs arguments. Le premier argument, c'est qu'il n'y avait rien encore et que tout reste à inventer. Donc, en fait, c'est des marchés complètement libres, puisque par exemple, les grandes entreprises du déchet françaises, Veolia et Suez, ont assez peu investi la question des déchets alimentaires ou celle du compostage. Donc, ça a laissé un peu la place à de petites entreprises qui pouvaient se développer. Ça, c'était le premier argument. Et le deuxième argument, c'était l'actualité réglementaire des déchets alimentaires, puisqu'au niveau français, mais aussi européen, le tri à la source et la valorisation des déchets alimentaires sont obligatoires depuis le 1er janvier 2024. Moi, quand j'ai commencé mon enquête, on savait déjà que cette réglementation allait arriver et du coup, ça semblait une opportunité économique majeure en se disant tout ça, enfin, le compostage va se généraliser, il va y avoir plein de marchés pour nous et du coup, les petites entreprises vont pouvoir trouver leur place dans le marché et se développer. Enfin, dernier élément, les entreprises sur lesquelles j'ai travaillé, elles commençaient souvent elles s'implantaient à un niveau local, dans une ville, Paris, Nantes, Lyon, Lille, et elles étaient souvent en situation de monopole local. Il n'y avait pas d'autres entreprises, et du coup, ça favorisait le développement de l'activité. Cependant, l'enquête sur le temps long, un de ses avantages, c'est justement de nuancer cette idée d'un marché économique avec des opportunités économiques démultipliées. Parce que pour moi, le compostage reste ce que j'appelle un parent pauvre des politiques environnementales et ce qui renforce la concurrence entre des petites entreprises. Cette situation de parent pauvre, elle tient à plusieurs éléments. D'abord, les réglementations que j'ai évoquées, elles sont peu effectives, d'autant plus si on compare la nature du soutien public en jeu à d'autres marchés émergents. Pour le compostage, il s'agit simplement d'obligations, ce qui est pas, par exemple, de soutien public financier, de marché public financier de grande ampleur, ce qui est assez limité si on compare, par exemple, avec le marché de la voiture électrique ou des énergies renouvelables, qui sont largement soutenues par l'État. Euh, et du coup, en l'absence d'un véritable soutien public à l'émergence du compostage, euh, en fait, la concurrence économique se renforce dans certaines configurations locales et du coup met fin à cette situation
de monopole économique. Et c'est dans cette situation qu'on peut comprendre bah, la forte concurrence économique entre les deux réseaux que j'ai étudiés, euh, qui aboutit à la faillite de l'un et à l'imposition de l'autre. En dehors de ce contexte explicatif, si on recentre sur les deux entreprises sur lesquelles j'ai travaillé, pour moi, il y a deux facteurs explicatifs qui expliquent les trajectoires différenciées. Le premier, c'est l'homologie entre les positions des entreprises et les dispositions des fondateurs et des fondatrices, ce qui est du coup une analyse assez classique dès lors qu'on parle de champ économique ou de sociologie. Euh, Mon analyse, en fait, elle cherche à croiser différentes échelles. J'ai analysé autant les trajectoires individuelles des dirigeants et des fondateurs que celles des entreprises dans la constitution du marché. Or, ce que ça permet de montrer, c'est que ces trajectoires individuelles et organisationnelles, elles se rencontrent. Euh, Au niveau des trajectoires d'entrée dans les entreprises, que montre mon travail à la suite d'autres travaux, c'est qu'il y a une recomposition sociale euh, qui qui est opérée par l'entrepreneuriat écologique. En gros, l'entrepreneuriat écologique attire de nouveaux profils par rapport à l'économie sociale et solitaire, et notamment attire des profils beaucoup plus dotés qui étaient déjà présents dans l'économie sociale et solidaire, mais qui deviennent en fait majoritaires. Donc ces profils, ce sont ceux d'anciens cadres du privé, formés dans des écoles de commerce et d'ingénieurs prestigieuses, souvent dans des cursus spécialisés, et qui ont des trajectoires assez peu militantes. Et du coup, ces nouveaux profils coexistent avec d'autres d'autres catégories sociales au sein de l'entrepreneuriat écologique, notamment des anciens cadres de la fonction publique ou de l'ESS qui sont moins dotés à la fois du point de vue de leur diplôme, mais aussi du point de vue de leurs compétences gestionnaires. Dans mon enquête, du coup, il y avait la coexistence de ces deux profils, mais qui étaient répartis dans les deux entreprises. C'est-à-dire que c'est dans l'entreprise Magie Compost qui a acquis une position dominante dans le marché qu'on trouvait la plupart des anciens cadres du privé et dans les entreprises les moins développées que s'investissaient les anciens cadres de l'ESS et de la fonction publique, qui avaient plutôt des dispositions militantes. Euh, En gros, l'idée, c'est de dire que le fait qu'il y ait de nouvelles personnes qui investissent les questions écologiques, notamment avec d'autres manières de penser l'écologie, en fait, a des effets sur les marchés qui se mettent en place, sur la structure de l'entrepreneuriat écologique. L'idée, c'est de dire que le renouvellement social du militantisme écologique, l'arrivée d'individus plus dotés, issus des classes moyennes et supérieures, très dotés en capital économique, en fait, rebat un peu les cartes de la concurrence économique, puisqu'il y a des individus particulièrement dotés en ressources scolaires, économiques, qui créent des entreprises qui ont des chances nettement plus fortes de perdurer. Et c'est ce qui s'est passé sur mon terrain. Dans l'entreprise Magie Compost, ce que j'observais, c'était un cumul particulièrement fort de ressources avec à la fois d'anciens cadres du privé, très familiers, des relations avec les investisseurs, avec les levées de fonds, avec les stratégies commerciales, et aussi d'anciens cadres de l'ESS qui connaissent bien ce monde-là. Euh, mais voilà, donc une alliance entre des personnes particulièrement dotées. Le deuxième élément explicatif, c'est que le marché qui se met en place, il est très défavorable ce que j'appelle le pôle militant, donc aux entreprises qui collectent plutôt à vélo et qui ont un discours très militant sur les questions écologiques et très revendicatif à l'égard des pouvoirs publics. Donc, par exemple, en défendant le fait que les pouvoirs publics devraient financer, euh, financer leurs entreprises. Euh, cette, Ce que j'ai cherché à montrer à partir d'entretiens réalisés aussi avec des pouvoirs publics, c'est que ce pôle militant, il est nettement moins soutenu par les pouvoirs publics, à la fois parce qu'il y a un registre plus revendicatif, mais aussi des choix techniques qui sont défendus comme trop militants. Euh, Par exemple, enfin, voilà, il y a plusieurs éléments. Ça veut dire que
le fait que les pouvoirs publics soutiennent moins le pôle militant, ça se traduit d'abord par des subventions financières beaucoup moins importantes pour des entreprises comme Vélo Compost qui collectent à vélo. Par exemple, l'entreprise Vélo Compost sur laquelle j'ai travaillé, elle obtient seulement une subvention de 5 000 euros pour financer un achat de matériel, puis de 20 000 euros pour de la sensibilisation. D'un autre côté, l'entreprise Magicompost sur laquelle j'ai travaillé est devenue prestataire de collectivités pour des expérimentations de grande ampleur ou dans le cadre de marchés publics dans de plus grandes villes françaises. Les montants qui sont accordés sont alors nettement plus élevés, par exemple à hauteur de 900 000 euros sur 3 années. Donc, vous voyez qu'on est sur des ordres de grandeur qui n'ont rien à voir. Mais c'est pas seulement un soutien matériel différencié, c'est aussi une valorisation symbolique plus forte des entreprises proches de ce que j'appelle du coup le pôle marchand par opposition au pôle militant, euh, puisque les collectivités territoriales ont tendance à valoriser le rapport plus pragmatique de Magie Compost, là où les revendications d'entreprises comme Vélo Compost, qui cherchent à faire reconnaître leurs activités comme un service public, comme relevant d'une urgence écologique, sont en décalage total avec les représentations des pouvoirs publics, ce qui donne lieu à des relations assez tendues, comme le montre cet extrait d'entretien que j'ai présenté sur la slide avec du coup une agente d'une collectivité territoriale qui me dit au sujet de l'entreprise Vélo Compost, moi je ne doute aucunement de la bonne intention de ces trucs-là. Par contre, est-ce que c'est pérenne? Est-ce que c'est viable? Et du coup, est-ce que ça vaut le coup que la collectivité mette de l'argent public dedans? Non. Donc ce qui prime, c'est avant tout l'argument économique. Et tous ces éléments mis ensemble favorisent en fait si je parle de pôle, c'est qu'il y a vraiment une polarisation. Il y a un pôle marchand d'entreprises de compostage qui arrivent à s'imposer, à pérenniser leur activité, et un pôle militant qui soit est composé soit d'entreprises qui font faillite, soit qui se développent assez peu et qui sont en grande difficulté financière. Mais cette polarisation, elle est redoublée par une deuxième, comme je vous le disais. J'ai mis des tableaux avec les caractéristiques sociales des différents fondateurs. On pourra y revenir après si vous voulez dans les questions. Mais donc cette polarisation au niveau du marché économique, elle recoupe une deuxième polarisation qui est à l'intérieur des entreprises de collecte et de déchets. Comme je l'ai dit en introduction, l'entrepreneuriat écologique, il est présenté comme une alternative écologique, mais aussi comme une alternative sociale, comme le moyen de revaloriser symboliquement un travail des déchets qui est particulièrement dénigré et qui est historiquement marqué par un processus de mise à l'écart physique et social. Ce que je me suis demandé, c'est euh, est-ce que le verdissement de l'activité permet vraiment une revalorisation pour tous les travailleurs? Euh, Ce que mon travail montre, c'est que les différentes catégories professionnelles dans l'entreprise, donc les cadres, les dirigeants et les opérateurs, sont inégalement susceptibles d'adhérer au discours écologique de l'entreprise, mais aussi de tirer des profits symboliques, une valorisation symbolique de leur activité dans l'écologie. D'un côté, j'ai rapproché en fait, les profils des cadres et des dirigeants, même si en fait, c'est des statuts assez différents, puisque enfin, voilà, c'est pas les mêmes statuts d'emploi, ils n'ont pas le même âge, mais ils peuvent être rapprochés de mon point de vue à cause d'une homologie tant du point de vue de leurs caractéristiques sociales que de leur position professionnelle dans l'entreprise. Sont en majorité des anciens cadres de grandes entreprises privées, formés dans des écoles de commerce et d'ingénieurs, qui se reconvertissent professionnellement dans l'écologie et qui assurent des fonctions administratives, commerciales ou techniques. D'un autre côté, le groupe des opérateurs, qui est donc chargé des tâches opérationnelles de collecte et de compostage, est en grande majorité constitué d'hommes non diplômés, du supérieur et issus des classes populaires urbaines, immigrés ou issus de l'immigration.
Ces deux groupes, les cadres, dirigeants d'un côté et les opérateurs, ils assurent des fonctions différentes, mais ils ont aussi des horaires, des lieux de travail distincts, puisque les opérateurs travaillent exclusivement sur des sites de traitement qui sont situés en périphérie urbaine et plutôt le matin, ce qui conduit les dirigeants eux-mêmes, en fait, à parler du fait que leur entreprise soit une boîte à deux vitesses, donc avec deux catégories professionnelles qui ont du mal à se rencontrer. Ce que j'ai essayé de comprendre, c'est les conséquences de cette boîte à deux vitesses. Donc, ce que j'ai essayé de montrer, enfin, ce que j'ai analysé, c'est à la fois comment il y avait une polarisation des motifs d'entrée dans l'entrepreneuriat écologique, mais aussi une polarisation du point de vue des profits qu'apporte individuellement ou non l'entrepreneuriat écologique. Du point de vue des motifs d'entrée, j'ai essayé de questionner cette idée d'une boîte à deux vitesses. Ce que mon travail vient confirmer, c'est celle d'un clivage très fort entre les différentes catégories professionnelles dans l'entrepreneuriat écologique, tant du point de vue des motifs d'entrée que de la réalité quotidienne du travail et de la signification sociale de cet emploi. Euh, D'un côté, les cadres commerciaux, techniques et les dirigeants ont plutôt tendance à mettre en avant le discours du sens de l'adhésion aux professions écologiques, euh, tandis que les opérateurs mettent plutôt à distance les questions écologiques et expliquent que c'est avant tout au nom de la stabilité professionnelle que cet emploi leur apporte, qu'ils recherchent cet emploi. Euh, du coup, devenir opérateur, c'est généralement décrit comme un good bad job. Je reprends une expression qui a été utilisée par Sophie Bernard et aussi Alex Rosenblatt au sujet des chauffeurs Uber. Un good bad job, ça renvoie au fait que parmi les perspectives professionnelles envisageables pour ces personnes, et par comparaison avec d'autres emplois et d'exécution, ce métier reste une profession subalterne, mais avantageuse du point de vue de la stabilité qu'il offre, de son articulation avec les d'autres sphères de la vie et de la rémunération, qui est, dans le cas de Magie Compost, généralement supérieure au salaire minimum d'environ 100 à 200 euros net. Euh, mais ce que j'ai aussi montré, c'est que c'est pas seulement le fait qu'il y ait des disparités quant à l'engagement des travailleurs, ça tient pas seulement à des dispositions préalables avant l'entrée dans l'entreprise, mais aussi au fait que les engagements professionnels sont inégalement payants et que la position professionnelle effective quotidienne pèse sur l'adhésion au discours écologique de l'entreprise. Euh, Ce que je montre, c'est que la position professionnelle produit ou non une adhésion écologique, à la fois par les ascensions sociales que permet l'entrée dans l'entrepreneuriat écologique et l'activité quotidienne. D'un côté, pour moi, la forte adhésion des cadres et des dirigeants au registre de la cause écologique, elle peut être comprise au regard des mobilités professionnelles que l'entrepreneuriat écologique favorise. Euh, je ne vais pas expliciter tous les cas, mais je peux juste, par exemple, expliquer que pour les cadres qui sont les moins dotés, c'est-à-dire qui sont titulaires des diplômes les moins prestigieux, par exemple des formations en sciences sociales à l'université ou des écoles d'ingénieurs et de commerce qui ne sont pas très bien classées, l'entrepreneuriat écologique, c'est le moyen d'une ascension professionnelle qui serait improbable dans d'autres univers professionnels. C'est le cas, par exemple, d'un enquêté que j'appelle Victor, qui est diplômé de l'université en gestion de projets culturels et dont le parcours professionnel est très peu linéaire. Il a été, il a travaillé dans l'édition sous un statut d'auto-entrepreneur. Il a envisagé de reprendre une librairie, puis il a travaillé dans un service de vélo en libre service au service client. Et donc voilà, il a enchaîné un certain nombre d'emplois plus ou moins subalternes. Et il est finalement recruté chez Magicompost au nom d'une passion pour le compostage. Et dans ce cas, l'adhésion aux principes écologiques, en fait, permet des ascensions professionnelles assez fortes, à la fois une stabilisation de la position, puisque dans le cas de Victor, il a enchaîné un certain nombre d'emplois précaires, mais aussi une ascension professionnelle, puisqu'il passe d'un emploi plutôt subalterne au service client à un poste à responsabilité de cadre dans l'entrepreneuriat écologique. Oui, Excuse-moi, oui, bien sûr. je t'interromps rapidement. J'ai vu que l'enregistrement s'était interrompu, Hmm. j'ai l'impression.
Du coup, s'il y a C'est quelqu'un qui a un enregistreur type OBS Studio qui pourrait enregistrer peut-être le reste, Ben, de mon je sais pas. côté, quand Moi, on ça a cause, l'air bon. Ah ouais, ça bon? continue à enregistrer. Donc, Ah bon? je pense que c'est Ok. peut-être votre plan à vous de votre côté, mais sinon, il devrait avoir pas de problème. Ah non, d'accord. Ok, autant pour moi. Désolé. Pas de souci. Euh, donc, outre le fait que l'entrepreneuriat écologique, ça permet des ascensions professionnelles, je me suis aussi intéressée à comment l'activité professionnelle quotidienne en fait, favorise l'adhésion au discours écologique de l'entreprise pour les cadres. Par exemple, le fait que les cadres et les dirigeants assurent des activités de représentation ou de vente, en fait, les conduit tout particulièrement à, en fait, à, enfin, le fait d'avoir un rôle de représentation, ça favorise de fait une adhésion au discours de l'entreprise, puisqu'il s'agit de croire au projet, d'en parler, de le vendre. Et du coup, par exemple, les cadres commerciaux, ils ont souvent tendance à se présenter et à se décrire comme de véritables ambassadeurs du projet de compostage. Euh, et du coup, l'activité concrète de travail, le fait de vendre le projet au quotidien, mais aussi la mobilité professionnelle effective qu'elle autorise, se conjuguent pour en fait bah, construire une adhésion très forte à ce discours écologique. Et ces résultats, ils invitent selon moi à nuancer une thèse qui est assez prégnante dans les travaux sur l'engagement écologique quotidien, notamment des classes moyennes et supérieures, celle d'un stigmate propre à l'engagement écologique au quotidien, avec l'idée que les personnes qui seraient engagées écologiquement subiraient des critiques de la part de leurs proches. Euh, pour moi, si il y a en effet, enfin, si les personnes qui sont engagées écologiquement rencontrent en effet des critiques, des décalages par rapport à leurs proches, il ne faut pas oublier que ces mobilités professionnelles au nom de l'écologie sont en fait principalement vécues comme des ascensions professionnelles, voire qu'elles peuvent aboutir à d'importants bénéfices économiques, notamment pour les dirigeants d'entreprises qui lèvent des fonds et qui créent des entreprises parfois, parfois très valorisées économiquement. D'un autre côté, les opérateurs que j'ai pu rencontrer, ils occupent durablement des positions subalternes. Et c'est aussi des positions subalternes qui, quotidiennement, les exposent plus directement à la réalité pas toujours ouverte de l'activité productive. Pour moi, malgré l'ambition de revalorisation de ce métier, le travail de collecte et de compostage reste un sale boulot affecté à des travailleurs subalternes. Si j'ai dit que ce travail il incarnait un good bad job pour les opérateurs, il s'inscrit cependant dans la lignée de trajectoires professionnelles durablement marquées par une condition subalterne, c'est-à-dire par des positions dominées dans la hiérarchie officielle du travail et des emplois. Malgré les avantages qui sont associés à leurs emplois, les opérateurs font face quotidiennement à une pénibilité physique, sensorielle, par le transport de charges lourdes, par la manipulation des déchets, et ont de fait perspective de mobilité sociale et professionnelle, contrairement aux cadres que j'ai pu rencontrer. Euh, Outre le fait qu'il y ait de faibles profits symboliques associés à leur profession, la place que les opérateurs occupent dans la division du travail, elle rend très difficile l'adhésion au discours écologique de l'entreprise, puisqu'en effet, ce sont les opérateurs qui sont première loge des contradictions entre le discours écologique de l'entreprise et les pratiques effectives. En effet, j'ai dit que l'activité de compostage, elle est présentée comme un levier parmi d'autres de verdissement de la gestion des déchets. Or, la nature, les quantités de déchets qui sont effectivement collectés par l'entreprise ont tendance à contraster avec ces principes. En effet, euh, les déchets qui sont compostés, c'est pas seulement des restes. On a souvent en tête la figure un peu irénique de l'épluchure de déchets, mais le compostage de déchets industriels, les déchets qui sont collectés ne ressemblent pas du tout à ça, mais constituent plutôt en fait tous les rebuts du système agroalimentaire. Donc, pour vous donner une idée, ça peut être par exemple des produits alimentaires encore consommables mais périmés, qui sont emballés. Ça peut aussi être des restes, soit de cantine, donc avec par exemple des quantités très impressionnantes de viande en sauce, de poissons, enfin, d'aliments qui n'ont pas été consommés,
ou de chaînes de fast-food qui, pareil, où c'est pareil, c'est de la nourriture qui peut plus être vendue, par exemple des poubelles entières remplies de pain. Euh, donc la manipulation de ces déchets, elle est particulièrement éprouvante pour les opérateurs, d'abord d'un point de vue sensoriel, puisque, enfin, à l'instar par exemple d'un opérateur qui m'explique qu'il n'arrive pas à prendre sa pause déjeuner pendant ses 7 heures de travail quotidiennes, puisque la vue et l'odeur du poisson, du poulet avarié le dégoûtent. Mais outre cette pénibilité sensorielle, c'est aussi que l'exposition à ce processus productif, à ces quantités de déchets conséquentes, en fait, crée une distance à l'égard des discours écologiques portés par les entreprises. En gros, tout en étant incités à adhérer à la cause portée par les entreprises, les opérateurs sont confrontés quotidiennement à des restes alimentaires en quantité massive euh, et à des produits a priori consommables sans risque. Cette exposition à la réalité de l'activité productive, elle rend difficile l'adhésion partielle ou totale au discours écologique porté par les entreprises. Et la réalisation de cette activité a créé un malaise chez les opérateurs lié au fait que les entreprises, pour eux, vivent sur sur le gaspillage alimentaire, pas sur le déchet alimentaire. Ce qui me pousse à défendre l'idée que, en fait, les opérateurs n'ont pas une absence de conscience écologique, mais une conscience écologique distincte de celle des cadres et des opérateurs. Il s'agit de préoccupations écologiques qui sont plus discrètes, qui sont pas très revendiquées. Par exemple, la majorité des opérateurs refusent l'étiquette écolo et ont plutôt tendance à décrire l'écologie comme quelque chose de logique, dont ils en ont conscience par différents biais, par exemple par la fréquentation d'un environnement urbain dégradé, par exemple les abords du périphérique, mais aussi par leurs activités professionnelles antérieures qui ont pu les exposer, par exemple, à de nombreux pesticides. Ces résultats, ils convergent avec les travaux en sociaux de l'environnement, par exemple avec la justice environnementale, puisque ce sont les fractions sociales qui sont le moins responsables des pollutions, qui ont le moins tendance à revendiquer une conscience écologique. Pour moi, en fait, l'entrepreneuriat écologique, il vient renforcer des dispositions tant chez les cadres que chez les opérateurs. Pour les opérateurs, leur position dans le processus productif vient renforcer un réalisme populaire en matière d'action écologique individuelle, dans le sens euh, où la conscience, je reprends une notion qui a été proposée par Jean-Baptiste Combi et Adrien Mallier, l'idée d'un réalisme populaire écologique avec l'idée que la conscience de la modestie du statut social favorise la modestie dans l'évaluation de l'action individuelle. En gros, l'idée, c'est que les opérateurs, tant par leur disposition sociale antérieures que par leur position professionnelle, ont tendance à ne pas surévaluer les effets de leurs petits gestes au quotidien et plutôt à dénoncer les politiques et des grandes puissances, à l'instar d'un opérateur qui me dit, par exemple, je ne m'informe pas forcément sur l'écologie, parce que tu vois bien, l'écologie, elle ne prend pas une place énorme dans la politique actuelle. Donc si les politiques s'en soucient pas, c'est pas moi qui vais changer les choses. À l'opposé, il me semble que le fait d'assurer des fonctions de représentation et d'être extrêmement valorisé symboliquement, par exemple par les médias, du côté des cadres et dirigeants, renforce le sentiment socialement situé de pouvoir changer les choses par l'action individuelle. Donc je vais conclure pour laisser la place aux questions et aux discussions. Et ce que je voulais montrer, c'est que c'est l'intérêt en fait, d'une analyse qui se situe à différentes échelles, à l'échelle des trajectoires individuelles, à l'échelle des organisations et du marché économique, qui permet en fait de mettre en regard différentes inégalités et de montrer euh, qui, qui tire des bénéfices et enfin qui sont les grands gagnants et les grands perdants de la crise écologique. Je voulais aussi dire pour ouvrir la discussion que ces résultats que j'ai présentés, par exemple, à l'intérieur des entreprises, seraient à affiner et à compléter par différents éléments. Ils seraient affinés par, ça je l'ai un peu fait dans ma thèse, mais
voilà, ça pourrait être prolongé, sur ce qui se passe une fois que les entreprises grossissent, se structurent, et du coup sont plus vraiment des petites entreprises, enfin, sont plus vraiment du domaine de l'entrepreneuriat, mais aussi de voir ce qui se passe dès lors qu'il y a une institutionnalisation du travail écologique. J'aimerais notamment voir enfin, l'effet des formations professionnelles sur le rapport aux questions écologiques, puisque par exemple, il y a des formations dédiées au métier de collecteur et de composteur qui ont émergé. Et du coup, voilà, j'aimerais voir si ça change les discours des opérateurs, le rapport au discours écologique dominant des opérateurs. Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté et je suis ravie de discuter avec vous. Merci beaucoup, Maude. Je pense que c'est ce qui enclenche la période de questions ou commentaires. Si vous exprimez soit dans le chat ou en levant la main, c'est peut-être plus convivial en levant la main et en mettant la caméra, mais on est en train d'enregistrer, donc je comprends aussi si vous avez des réserves, mais c'est à votre tour maintenant. Sinon, j'ai peut-être une question, Maude. Je vais en profiter pendant que je suis à l'animation. Je me demandais, parce que là, tu parlais beaucoup des cadres et des opérateurs dans ton travail, puis je me demandais si tu avais pu, sans nécessairement l'avoir théorisé ou rien, mais peut-être des intuitions dans ta recherche, tu avais pu voir aussi les différents, soit les autres rôles, mais aussi les parties prenantes où ils se situaient dans ces hiérarchies sociales. Partie prenante, donc des gens qui seraient en dehors des entreprises. Ouais, des fournisseurs ou des Ouais. d'autres entreprises. Alors, j'ai pas travaillé sur les fournisseurs, quelque chose que j'aurais bien aimé faire, mais que j'ai pas fait. Mais je pense qu'il va être fait par d'autres gens que moi. Ça aurait été de travailler sur les clients. Donc, en fait, notamment, toutes les personnes qui mettent en œuvre le tri des déchets alimentaires dans les cantines, dans les supermarchés. Il y avait aussi, par exemple, un projet dans une des entreprises sur du compostage de couches pour bébés. Donc, par exemple, c'était des assistantes maternelles qui étaient impliquées. Et ça m'intéressait beaucoup parce qu'en fait, en fait, on se retrouve un peu avec la même polarisation, c'est-à-dire que c'est souvent les dirigeants des supermarchés ou de la crèche, etc., qui vont décider de mettre en œuvre ce verdissement à l'intérieur de leur entreprise. Mais les personnes qui vont se retrouver concrètement à mettre en œuvre le tri et donc potentiellement avoir un surcroît de travail, ce sont des personnes qui occupent des fonctions plus subalternes dans ces entreprises. Et ça m'avait notamment intéressée parce qu'à un moment où j'avais fait un entretien, on m'avait dit qu'une des crèches qui était cliente s'était finalement retirée parce que les assistantes maternelles s'étaient plaintes du surcroît de travail que ça demandait de laver les couches en permanence pour une dizaine d'enfants de la crèche. Donc ça, je pense qu'il y aurait une vraie enquête à faire sur ce que ça fait dans les cantines, dans les crèches, le fait de trier en plus un flux de déchets. Mais j'ai pas pu travailler là-dessus. Super intéressant. Merci pour la nuance. Je vois aussi que quelqu'un dans l'assistance qui demande, je vais le lire. Merci beaucoup pour ce travail de qualité. J'ai été frappée par les deux pôles, marchand et militant, et je souhaiterais savoir quelle est votre suggestion en matière de modèle d'organisation pour l'entrepreneuriat écologique. Ok, Donc, une question de alors, Sénaté Koné. oui. Euh, En fait, moi, je suis plutôt. Enfin, c'était pas le but de mon travail de dégager un modèle, mais j'ai quand même un avis. C'est-à-dire que je suis assez d'accord avec des associations qui défendent le fait que les déchets alimentaires, le compostage, c'est quand même un des rares flux de déchets qui peuvent vraiment être gérés de manière écologique et locale. C'est-à-dire qu'en fait, si on organise le compostage, par exemple, dans
dans des habitats, dans des parcs, etc. C'est un des rares flux de déchets qui peut être géré sans transport. Le problème actuellement, c'est que dès lors que c'est géré dans des parcs, voilà, dans des immeubles, etc., c'est toujours du travail bénévole qui est rapidement subventionné par les collectivités. Et du coup, il y a des associations qui défendent le fait de, au lieu de de mettre de l'argent dans des camions, dans le recrutement d'opérateurs, de créer des emplois locaux qui seraient par exemple des emplois à la fois de composteurs et de jardiniers qui seraient à l'échelle locale et qui du coup seraient aussi des créations d'emplois, mais qui fonctionneraient d'une autre manière. Et ça demanderait un soutien nettement plus massif des pouvoirs publics, et ce qui n'est pas forcément le cas. Mais du coup, sur le point de vue, ce que les entreprises devraient faire, elles, euh, ça me semble assez compliqué de trancher parce que justement, on est un peu dans un dilemme entre repousser, se dire qu'on va sauver l'entreprise, faire fonctionner l'entreprise, mais être moins écolo, ou privilégier l'enjeu écologique et potentiellement faire faillite. Donc on est un peu sur un jeu à somme nulle et assez difficile, et je vois pas d'autre moyen que du coup se tourner vers les pouvoirs publics et des logiques plus structurelles plutôt qu'à l'intérieur des entreprises. Mais c'est peut-être mon côté sociologue aussi. J'avais une petite question en complément. Merci beaucoup, hein, Maud, pour cet exposé. Je voulais savoir si vous avez investigué justement cette dimension genrée du volontariat qui a été mis en œuvre dans le compostage, parce qu'il me semblait, mais je n'ai pas de données là-dessus, qu'il y avait justement une charge qui incombait aux femmes de manière supplémentaire sur toutes ces Mm. préoccupations écologiques. Et on le sait, la charge est déjà grande. Donc ça posait un problème sociétal, en fait, de Mm. voir à qui incombait cette charge et se prendre soin, en fait, qui passe par le compostage. Oui, alors moi j'ai pas pu forcément le documenter, c'est vrai qu'il y a d'autres travaux qui le montrent. Ce serait intéressant à faire par exemple par le biais des assistantes maternelles, mais par contre il me semble que ce que montre mon travail c'est plutôt en fait qu'est-ce qui se passe dès lors que ce travail est rémunéré. Et dès que le travail de gestion des déchets il est rémunéré, alors il est délégué à des hommes, du coup à l'échelle des collecteurs et des composteurs. Moi quand je parle d'opérateurs exclusivement au masculin, et c'est parce que ce sont exclusivement des hommes. Donc, c'est pas anodin du point de vue de la division genrée du travail, mais je trouve ça encore plus intéressant de voir qu'au niveau, à l'échelle des cadres et des dirigeants, alors même que l'entrepreneuriat social, c'est quand même là aussi plutôt féminin, dans ce secteur des déchets, parce qu'il est un peu technique, il est un peu industriel. En fait, c'est un milieu qui est assez mixte. Et du coup, je trouve que mon travail, il vient plutôt en complément de travail sur l'espace domestique qui montre la charge écologique, plus grande, la charge écologique féminine, c'est vrai que le zéro déchet, le lavage des couches, etc. Il vient en complément montrer que, en fait, il y a pas de naturalisation de l'engagement écologique. L'engagement écologique n'est pas naturellement féminin, parce que dès lors qu'il est rémunéré et potentiellement profitable, on y trouve aussi des hommes pour s'y engager. Mais c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que dès lors qu'il est rémunéré. Oui, dès lors qu'il est rémunéré. Mm. Merci. Donc, on est de plus en plus en petits groupes restreints. Donc, n'hésitez pas à juste prendre la parole sans que je vous l'accorde comme Julie le vient démontrer aussi. J'ai vu qu'il y avait une question de Pierre-Alexandre Cardinal. Je ne sais pas si tu Ouais, as répondu. non, il est pas, j'ai pas répondu. Euh, C'est un commentaire, ma- mais Ah oui. Par contre, j'ai vu qu'il y avait une question de François. Tu parlais des clients du compostage. Que penses-tu des liens que vous pourrez faire avec l'agriculture urbaine? Alors ça, vaste question, parce que en fait, au début de mon enquête, j'avais pas forcément. Enfin, voilà, je vais l'expliquer comme ça. Les entreprises de collecte et de compostage, du coup, elles se présentent à la fois comme des entreprises de gestion des déchets et comme des entreprises qui produisent un amendement organique, donc qui peut revenir à la terre, etc., et qui pourrait permettre de végétaliser la ville.
Euh, mais dès le début de mon enquête, je me suis rendu compte que si... Alors voilà, elles peuvent avoir un peu des difficultés financières du côté des clients, voilà, de trouver des clients pour collecter leurs déchets, mais ça reste en fait leur activité première. Euh, pour moi, ces entreprises, ça reste des entreprises de gestion des déchets qui font la majorité de leur chiffre d'affaires sur la collecte et le traitement des déchets, comme toute entreprise du déchet, et pour qui, en fait, la valorisation du compost est pas du tout rentable pour plein de raisons. Déjà parce que c'est difficile de trouver des clients pour écouler le compost. Euh, Parce que par exemple, alors déjà il faut transporter le compost sur des zones maraîchères. Ou alors, en effet, les clients, ça peut être l'agriculture urbaine, mais souvent, ils n'ont pas forcément besoin de quantités si énormes que ça, voire ils ont leur propre source de compost. Et dernier argument, ils n'ont pas beaucoup d'argent, donc ils ne peuvent pas acheter des quantités très chères. Et du coup, il y a vraiment des enjeux sur l'écoulement du compost, la revente du compost. Et ça aussi, ce serait une enquête à faire un peu plus fine sur les liens avec les clients de Laval. Mais moi, un de mes résultats, c'était qu'il y avait vraiment un décalage entre l'intérêt pour Enfin, tout le monde veut composter, mais personne n'a besoin de compost. Ou en tout cas, la filière, il y avait vraiment une filière de la collecte des déchets alimentaires qui se met en place, mais la filière de revente du compost, de valorisation du compost, elle rencontre pas du tout le même succès. Et c'est là qu'on voit que en fait, l'économie circulaire pas, est pas très circulaire et que la boucle a beaucoup de mal à être bouclée. Voilà, sur ce que je peux dire sur l'agriculture urbaine. Et ça répondait bien à ta question, Mer- François? Oui. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. À vrai dire, j'ai lu un peu ta thèse et j'avais l'impression que c'était ce qui ressortait. Et du coup, je pense qu'il y a pas mal d'interrogations sur comment est-ce que on pourrait un Mm. peu sortir de cette situation pour Mm. relocaliser à la fois, comme tu dis, la gestion du compost, mais aussi rendre son utilisation vraiment utile d'un point de vue plus systémique et pas à la marge comme c'est le cas aujourd'hui. Après, les modèles qui sont intéressants, il y a certaines entreprises, notamment plus du côté du pôle militant, qui avaient des pratiques de compostage sur champ, donc qui ont en fait, des collaborations avec des agriculteurs où les agriculteurs leur mettent à disposition gratuitement un espace, parce que le foncier, c'est un enjeu comme pour toutes les entreprises. Et donc, ils ont gratuitement un espace pour composter et en échange, les agriculteurs disposent gratuitement du compost. Et du coup, bah, ça règle des problèmes de foncier, ça règle des questions de transport du compost et surtout, ça crée des liens entre en fait des professions qui se rencontrent peu finalement parce que le monde du déchet, du compostage, etc., c'est pas le même monde professionnel que le monde agricole. Et du coup, il y avait ces fonctionnements qui sont assez intéressants, mais qui sont pas ceux mis en œuvre par un peu les grosses entreprises, enfin, ou en tout cas les entreprises qui fonctionnent bien dans le secteur. C'est intéressant ce que tu dis parce que de ce que j'ai vu, ça fait écho à l'autre gros domaine de la gestion des déchets alimentaires qui est la méthanisation. Mm. On va plutôt emmener les déchets pour produire de l'énergie plus un fertilisant qui est aussi le résultat du procédé de méthanisation. Et justement, Molino, qui est une entreprise de l'économie sociale et solidaire, qui récupère des déchets alimentaires et qui va venir les composter dans les méthaniseurs agricoles, ce qui permet aux agriculteurs d'avoir de l'énergie à partir de ces déchets aussi. Donc il y a le même genre de rencontre, mais du coup, dans un autre secteur que celui de la méthanisation. Mm. Oui, c'est vrai que moi, j'ai pas travaillé sur la méthanisation et je pense qu'en effet, enfin, ce serait complémentaire pour comprendre en fait vraiment aussi comment est structuré ce champ économique, enfin, d'intégrer les acteurs de la méthanisation. Mais ça faisait une enquête un peu trop grosse pour moi. Mais là, déjà, c'est très riche. Merci.
On a une dernière question de Senata. Je ne sais pas si Senata, tu veux la poser ou si je la lis. Je vais la lire. Donc, est-ce qu'une réglementation plus stricte de l'État pourrait limiter les dérives du pôle marchand à l'avenir et garantir les trois promesses de l'entrepreneuriat écologique? Je pense que ça va être la dernière question aussi, étant donné qu'il est midi, mais ah, c'est bon. Donc, Oui, alors bah, je pense que c'est pas les. Je sais pas si on peut garantir ces trois promesses, mais en tout cas, il y a. Enfin, le contexte structurel, réglementaire, il est nécessaire. Comme je l'ai dit, par exemple, sur le côté écologique, en fait, voilà, un exemple très simple, c'est par exemple quand les collectivités territoriales font des appels, des marchés publics pour la collecte et le compostage des déchets alimentaires, ils attribuent un certain nombre de points à chaque enjeu de la réponse. Et pour l'instant, les enjeux économiques prennent un- prennent une place majeure. Euh, et du coup, bah, peut-être donner plus de poids aux enjeux écologiques. Enfin, la manière dont sont structurés les appels à projets pourrait favoriser plus ou moins en fait certaines initiatives. D'autant plus que, alors moi, j'ai pas fait des calculs économiques comme ça, mais certaines associations du pôle militant ont plutôt tendance à défendre l'idée que ça coûterait à peu près la même chose, par exemple, de développer ce dont je parlais, donc des métiers de composteur jardinier dans une ville, ça coûterait la même chose que d'industrialiser la gestion des déchets. Donc oui, il y a je sais pas si c'est par la réglementation, mais en tout cas, il y a des choix politiques, des manières de, de gérer le marché à distance où l'État en fait a un rôle majeur. Voilà, merci pour cette dernière question du coup. j'espère que ça répond bien à toutes vos interrogations sur ce sujet passionnant.